Je viens d'une lignée de femmes entrepreneurs, fait qu'on m'a transmis cette fibre entrepreneuriale-là très, 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 très tôt. Au niveau de mon parcours, j'aurais envie de dire, je suis devenue entrepreneur, puis là, peut-être les entrepreneurs vont se reconnaître parce que je considère que je suis pas gérable. Puis je pense que beaucoup d'entrepreneurs décident de devenir entrepreneurs parce qu'ils sont pas gérables. Ils ont de la difficulté avec le cadre, ils veulent être au volant, ils veulent déterminer leur propre destinée. Et ça, je l'avais, tu sais, avant d'étudier en psychologie, je me souviens de mes premiers emplois. Ah, mon Dieu, tu sais, avoir un cadre, quelqu'un qui décide quand je rentre, quand je pars, qu'est-ce que je fais. Déjà, à 15 ans, c'est un problème, là. Fait que, tu sais, j'avais ça en moi. Je suis allée étudier en psychologie clinique, fait que j'ai une spécialité en psychothérapie. Moi, ma spécialité, c'est le traitement de la dépression majeure puis de l'épuisement. Et en sortant de l'école, j'ai mis le pied dans la psychologie organisationnelle. Mon premier emploi, je faisais la coordination d'un programme d'aide aux employés. Puis j'ai commencé rapidement, presque tout de suite, à donner des conférences en santé psychologique en entreprise. Fait que j'avais académiquement la formation clinique que j'ai continué à faire. Je fais de la psychothérapie, ça fait 23 ans maintenant. Et j'ai développé l'expertise en psycho-organisationnel sur le terrain, formation continue. Mais au niveau du parcours en psycho-organisationnel, j'ai touché à tout, là. J'ai fait de la gestion des ressources humaines comme consultante, là, élaborer des programmes de gestion des ressources humaines. J'ai fait de la rémunération, j'ai fait tout ce qui est description de poste, du recrutement, j'ai fait des enquêtes de harcèlement, j'ai fait de la sondage de mobilisation, études de climat. Tu sais, j'ai touché à beaucoup, beaucoup de choses pour éventuellement me spécialiser en développement organisationnel et particulièrement le développement des individus et particulièrement le développement des hauts dirigeants, leaders, hauts dirigeants, entrepreneurs. Fait que ça fait 20 ans que je m'investis dans cette double expertise-là, que je me développe à ce niveau-là, ce qui fait que éventuellement, Auré est né de cette double expertise-là pour répondre aux besoins des entrepreneurs. De trouver un lieu où il va y avoir un spécialiste qui va être capable de les aider à rester en santé psychologique. Parce que c'est ça la mission d'Auré, c'est de prévenir, faire de la prévention en santé psychologique pour entrepreneurs. Idéalement, on veut que les entrepreneurs viennent nous voir avant de tomber en épuisement ou d'avoir des symptômes. Mais souvent, ils ont déjà des symptômes quand ils arrivent chez Auré. Mais le but, c'est de leur permettre de développer des compétences pour rester en santé puis en équilibre, puis de faire vivre leur projet entrepreneurial en étant bien, sainement. Exact. Exact. Fait qu'aujourd'hui, on va aborder la thématique du stress, la gestion du stress entrepreneurial, les outils justement pour prévenir, mais aussi un peu les signes quand ça commence à moins bien aller. Est-ce que justement, on peut-tu définir c'est quoi le stress en soi? En soi. Oui. Le stress, bon, tu sais, si on y va simplement, le stress, c'est une réaction biologique. Okay? C'est que le corps met en branle un ensemble de systèmes puis de mécanismes pour faire face à la menace. La menace, ça peut être réelle. Je m'en vais d'un sentier, il y a un ours qui arrive. Faut que j'aie une réponse de stress parce que là, ma vie est peut-être menacée. Mais la menace, ça peut être perçue aussi. OK, je peux interpréter que là, oh, c'est dangereux, je vais déposer un dossier, on va peut-être me critiquer, on va peut-être pas être content de mon intervention professionnelle. Fait que, tu sais, la menace, ça peut prendre différentes formes. Elle peut être plus tangible, elle peut être plus relationnelle ou autre. Mais le stress, à la base, c'est une réaction biologique. C'est pas une émotion. C'est vraiment une réaction du corps. Et contrairement à ce qu'on entend peut-être depuis une vingtaine d'années, on a beaucoup démonisé le stress. Puis je vais même dire, on a beaucoup démonisé l'anxiété, que je vais nuancer, mais qui sont deux éléments dont on a besoin. Parce que depuis 20 ans, on entend « faut se débarrasser du stress, faut éliminer le stress, faut éliminer l'anxiété », comme s'il fallait faire disparaître ça. Mais si on arrivait un jour à faire disparaître ça, on va être en problème, on va être à risque comme espèce parce que le stress est un instinct de survie. On en a besoin pour faire face à ce qui nous arrive puis à ce qu'on vit. Le stress, comme je dis, c'est une réaction biologique. Puis de façon générale, le stress, on est capable d'identifier la cause. Okay? Il y a un ours dans le sentier. Oups, mon corps se met en branle parce que là, j'interprète qu'il y a une menace. Mon corps se met en branle pour faire face à la menace. L'anxiété, c'est l'appréhension d'une menace. Je m'en vais me promener dans les sentiers aujourd'hui. Tout d'un coup, qu'il y a un ours. Okay? Fait que on projette une menace potentielle, mais qui n'est pas là. C'est ça la différence. Okay? Puis l'anxiété aussi, on l'a beaucoup démonisée, en ce sens que
si l'humain n'avait pas été capable de vivre un minimum d'anxiété et d'anticiper les problèmes, d'anticiper les risques, on serait plus ici pour s'en parler. Okay? Fait que la réponse biologique puis la capacité à appréhender les problèmes sont des mécanismes dont on a besoin. C'est sûr que si le stress devient chronique, ça devient un problème. Si on est toujours à mobiliser nos ressources pour faire face à la menace, ça va devenir problématique. Au même titre que l'anxiété, si l'anxiété, elle est constante et qu'on est toujours dans un état d'appréhension de quelque chose de terrible pourrait m'arriver. Dans la catastrophisation de s'imaginer des scénarios, puis négatifs, parce qu'on va le dire, l'anxiété, c'est aussi de se projeter, mais négativement. Oui, absolument. Fait là, on va pas dans la santé, là. Exact. Fait que les deux, là, les deux mécanismes, si on les gère pas, éventuellement, ça peut devenir un problème. Okay. Mais à la base, il y a un niveau de stress qui est sain, puis un niveau, j'aurais envie de le dire comme ça, un niveau d'anxiété qui peut être sain aussi. Fait que, au lieu de chercher à éliminer ça, je pense que comme humain, on a avantage à comprendre la fonction de ces deux mécanismes, de ces deux réactions-là. Et comprendre aussi, puis là, si on parle au niveau des entrepreneurs, que le stress, puis comme je disais, un bon dosage d'anxiété, c'est des moteurs, là. Les entrepreneurs, ils en ont besoin un peu pour se mettre en action, pour être capables de réagir, de s'ajuster, de prévoir, de prévenir. Dans une certaine mesure, ça peut être sain et même nécessaire des fois, là. On peut même dire que cette capacité-là d'anticiper et de voir, on peut peut-être faire des parallèles à dire la capacité de prévenir puis de voir des opportunités peut être aussi liée à, justement, c'est en fait la capacité de se créer des scénarios, c'est de se dire, là, je vois imaginer une réalité qui n'est pas. Oui, mais d'anticiper les risques. OK. Là où ça devient, l'anxiété, c'est quand ça devient paralysant. Okay. Ou quand c'est paralysant dans le sens qu'on anticipe tellement des risques que là, on n'est plus capable de se mettre en action. Il faut agir. Ça, c'est pas sain. OK? Que ça nous envahit, que ça nous empêche de dormir, ça nous réveille la nuit, ça nous coupe notre appétit. OK? Puis ça nous amène peut-être même des douleurs physiologiques, tout ça. Là, on n'est plus dans une anxiété qui nous permet d'anticiper les obstacles ou les risques. Là, on est dans une anxiété qui devient nocive, là, puis qu'il faut adresser, qu'il faut gérer. Même chose pour le stress. C'est la réaction de stress, dans une certaine mesure, c'est elle qui va nous propulser, qui va nous mettre dans l'action. Tu sais, un entrepreneur qu'il faut qu'il aille, je ne sais pas moi, négocier un prêt, là, puis qu'il en a besoin parce que c'est absolument nécessaire pour la croissance de son entreprise, un bon niveau de stress va l'aider à être plus affûté dans ses arguments, à être plus réactif. Et on peut vivre des stress aigus. Là, si j'arrive sur un accident là, où il arrive un drame dans mon entreprise, là, là, je vais vivre un stress aigu. Je peux assez rapidement atteindre la limite parce que là, ça va tellement être un état de stress important que je manque de ressources. On manque de ressources. Puis là, ça peut avoir un impact sur la santé. Juste un événement, mais il faut que ce soit un stress aigu et intense. Mais oui, effectivement, le stress chronique, donc être constamment en état de vigilance, là, parce que tout le système est mobilisé pour faire face à la menace, réelle ou perçue. Et si ça dure dans le temps, qu'on est constamment en état de stress, bien, à un moment donné, on use nos ressources puis on s'épuise. Puis là, ça peut amener des problèmes au niveau physiologique, là, des problèmes au niveau cardiaque, au niveau circulatoire, au niveau immunitaire. C'est que là, à un moment donné, on bascule vers, c'est ça, des hormones qui sont plus nocives. Fait que c'est le caractère chronique. C'est pas le fait de vivre du stress, c'est le fait d'être constamment en état de stress. C'est pas le fait de vivre un peu d'anxiété pour anticiper, c'est le fait d'être constamment anxieux. C'est que là, si ça devient chronique, là, ça peut devenir dangereux. Ouais. Plus dangereux. Ouais. Puis le corps réagit comment au stress, dans le fond? C'est quoi les 3 grandes catégories de réactions qu'on va avoir? Bien, il va avoir tout ce qui nous permet de physiquement réagir, combattre ou fuir. Là. Évidemment, devant un ours, je recommande la fuite. Ça dépend de la sorte d'ours. C'est ça. Je recommanderais, mettons, d'entrée de jeu, je recommanderais la fuite. Fait que là, il faut que le sang s'en aille dans les membres.
dans les jambes, dans les bras. Fait que, le cœur va s'activer, la respiration va s'activer, le sang va se déplacer. On peut sentir une lourdeur dans les membres quand on se sent stressé. Tous les systèmes qui sont pas nécessaires pour faire face à la menace vont s'arrêter ou se calmer. La digestion, par exemple. La créativité. Surprenamment, quand on est stressé, la créativité ça nuit à la créativité, le stress. Okay? Quand on est stressé, on est moins créatif. On va avoir une pensée un petit peu plus étroite parce qu'on va être très, très, très ciblé sur la source sur la source de stress. Pas juste la vision carrément dans les yeux va diminuer, va devenir la grosseur d'une bille. Exact. Et ça va faire la même chose au niveau cognitif. Toute la tension va s'en aller sur la menace. Faut être conscient où on se trouve, là. Est-ce que je suis stressé en ce moment? Et agir, parce que là, c'est ça, le stress chronique, ça peut devenir effectivement un problème, là. Puis là, on a parlé de combat. Quel autre type de réaction qu'on peut avoir quand on vient à un moment de stress? Le combat, c'est le fait de s'approcher de la source de stress. Okay? Puis peu importe la source, là, le combat, c'est s'approcher. Fait que si j'ai un os dans le sentier, le combat, ça va être de rester là et de dire « Hey, c'est moi qui va l'occuper. C'est moi qui est dans le sentier. » Fait que ça, c'est le combat. Mais ça pourrait être aussi dans une situation où on est en équipe, puis je suis stressée comme entrepreneur, puis là, je pourrais devenir très directif. Très hands-on, là, très mettre les mains dessus, puis tassez-vous, là, moi je vais le régler le problème, puis devenir très, très, très directif. Ça, c'est une réaction de combat, OK, entre autres. Fait que c'est le fait de s'approcher de la source. Élément de réaction, la fuite. OK, on peut être en mode fuite aussi. Je peux décider dans le sentier que je vais rebrousser chemin, je vais reculer. Okay? Je cours, je me sauve. Fait que la fuite, c'est le fait de s'éloigner de la source de stress. Okay? Fait que là, on peut avoir différents mécanismes par rapport à ça. Il y a des gens qui vont devenir très réservés, là. Ils vont s'enfermer dans leur bureau. On ne le verra plus. Ils ne viennent plus aux rencontres. Ou ils sortent plus rapidement des rencontres. Ils sont plus en mode, ils fuient la relation. Okay? Ça, c'est une réaction de fuite. Okay? Il y en a qui vont devenir très, très, très prudents. Ils veulent plus prendre de décisions, là. Ils vont avoir de la difficulté à se positionner, ils veulent plus prendre de décisions, évitent de prendre des risques. Fait qu'ils ils s'éloignent de la source de stress. Fait que, ça, c'est des réactions de fuite. On peut figer, puis là, moi, je vais plus, ça va se mettre comme en mode attente. Tu sais, il y a des gens qui ne seront pas dans le combat, ils ne seront pas dans la fuite, ils vont être un petit peu plus en mode attente. Et ça peut prendre la forme, au niveau du travail, de déployer un perfectionnisme à outrance. Pas finir par le livrer, le mandat, là. Tu sais, le dossier qui stresse, là. J'ai un gros dossier à répondre, à déposer, là, puis il me stresse. Une manifestation d'immobilisme, ça serait, là, s'enfoncer dans du perfectionnisme à outrance, de ne pas être capable de le livrer, le mandat. Fait que c'est comme un peu s'immobiliser par trop de perfectionnisme. Ou on pourrait voir, par exemple, des réactions d'avoir besoin de demander l'approbation. Pas être capable d'agir sans voir quelqu'un qui vient dire « c'est correct, tu peux faire ça ». Avoir besoin de l'approbation, avoir besoin du OK de quelqu'un d'externe, ça peut être une manifestation d'immobilisme aussi. Mettre en mouvement, oui, aller chercher de la rétroaction, mais se remettre en mouvement tranquillement, pas vite. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Oui, exact. Il existe des stratégies, mais c'est important de nommer puis de clarifier qu'il n'existe pas de stratégie universelle, que si tu l'appliques, ça va régler le problème pour tout le monde. Il n'existe pas de stratégie simple. Tu sais, la gestion de soi, incluant la gestion du stress, c'est quelque chose qui est complexe. Fait qu'il n'y a pas de stratégie simple, puis il n'y a pas de stratégie facile non plus. Tu sais, gérer son stress, ça demande un effort. Ça demande une conscience de soi. Ça demande des bonnes habitudes de vie. Tu sais, ça demande un effort. Fait qu'il n'y a pas de stratégie, comme je disais, universelle, simple, facile. Au niveau des stratégies, tu sais, là, si l'élément de contrôle, là, j'y vais générique, là, en ce sens que, tu sais, ça peut être personnalisé, là, mais si j'y vais générique, au niveau du sentiment de contrôle, ben, faut que je sois capable d'avoir une réflexion. Fait que je vais aider mes clients à se dire, bon, écoute, qu'est-ce que tu contrôles dans cette situation-là? Il y a des éléments que tu ne contrôles pas, il y a des éléments que tu contrôles. Fait qu'on fait un travail pour être capable d'identifier, puis là, tu vas agir sur ce que tu contrôles. OK?
L'imprévisibilité, c'est, bon, il y a un événement imprévu qui arrive, puis là, c'est toute l'idée de se questionner, d'être curieux, par rapport à notre environnement. Puis là, au niveau des entrepreneurs, on le sait, là, le contexte social, économique, politique est hyper imprévisible actuellement. Et c'est stressant pour beaucoup d'entrepreneurs que je vois. C'est une là, de leurs sources de stress à l'heure actuelle. Fait que là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ben, c'est essayer de s'intéresser, essayer de penser qu'est-ce qui peut advenir de ça. Donc, faire preuve de curiosité par rapport au futur. Mais qu'elle devienne pas exact, que ça ne devienne pas anxieux, mais avoir une certaine forme de curiosité par rapport à l'avenir. Donc, d'y réfléchir, d'y penser. On ne peut pas prévoir. Okay? On ne peut pas tout prévoir. Puis, des fois, ça va être pour certains de mes clients, ben, de faire de l'espace pour l'imprévisible dans l'agenda. De se faire de la place. Parce que moi, j'ai beaucoup de mes clients qui arrivent, là, ils ont un agenda saturé. Fait que quand il arrive un élément imprévu, tout craque. Okay? Fait que là, des fois, la stratégie, ça va être, mais tu peux pas, il y a des éléments que tu peux pas prévoir. Qu'un employé t'amène ta démission, des fois, tu l'avais peut-être vu venir, mais des fois, tu l'as pas vu venir. Fait que comment tu te fais un petit peu d'espace dans ton casse-tête, là, pour être capable de... Je sais pas ce qu'il va mettre là, mais j'ai un espace. Il y a un petit peu d'espace pour les imprévus. Okay? Fait que des fois, c'est ça. Comment je peux gérer mon stress en étant peut-être un petit peu plus dans la bienveillance, en faisant attention à rester bienveillant. Oui, toutes les stratégies individuelles, mais revenir à la relation. Parce qu'on a besoin des autres. Okay? Fait que c'est sûr que si j'ai tendance à bousculer, comme je le disais tantôt, fait que là, je prends une posture un petit peu plus bienveillante. Je reste à l'écoute des autres, de mon équipe. Je reste dans l'empathie. Bien, je risque de faire pas mal moins de vagues qui auraient contribué à augmenter mon stress. Parce que là, si je bouscule tout le monde, je veux pas alimenter cette roue-là. Oui, c'est ça. Si je bouscule tout le monde, les gens deviennent stressés. Bien là, on est une espèce... Ils nourrissent mon stress aussi. La même chose au niveau de la fuite. De la fuite, là, j'ai tendance à me retirer. Bien là, je me prive de tout ce que mon équipe peut m'apporter. Si je fuis, là, puis je prends plus de décision, puis je m'isole, puis je me retire, bien là, je me prive de la relation. Ça peut augmenter mon stress. Puis ça va augmenter le stress de l'équipe si, comme entrepreneur, comme patron, je disparais quand je suis stressé, puis que là, je n'interviens plus, puis je donne plus de directives, je me retire. Ça va augmenter le stress de l'équipe. Et là, et vice-versa. Même chose pour l'immobilisme. Si là, je m'immobilise, puis je suis plus capable de livrer parce que je veux de la perfection, puis je veux trop de détails, puis je veux être sûr de mon affaire. J'ai besoin d'avoir des experts, j'ai besoin d'avoir des conseils. Puis là, je prends plus de décision. Bien là, ça va envoyer un message que, mon Dieu, il y a quelque chose de terrible qui se passe. Là, bon, au niveau de l'équipe. Et là, à ce moment-là, ben, c'est, oui, aller chercher du soutien, mais peut-être aller consulter l'équipe. D'embarquer, de solliciter l'équipe, de le faire ensemble pour se remettre en mouvement. Le stress, dans le bon dosage, le stress est nécessaire dans le bon dosage à la performance entrepreneuriale. Ça peut devenir un moteur quand on se retrouve stressé pour faire face à ce qui nous arrive, déployer des solutions, rebondir à ce qui nous arrive. Fait que l'idée, c'est ça, c'est de dire, mais OK, comment je me sers sainement de mon stress? Comment je me sers sainement de cette énergie-là que ma réaction de stress me permet dans ce contexte-là, pas chronique, hein? Puis là, ça, c'est important, pas le stress chronique, le stress qui arrive face à une situation. Fait qu'il peut être sain tant et aussi longtemps qu'on est conscient de soi, okay? On est conscient de nos mécanismes, c'est quoi qu'on va avoir tendance à déployer comme premier réflexe, puis à partir de quand donc reconnaître nos limites. Le stress, c'est pas forcément mauvais quand c'est ponctuel et que ce n'est pas chronique. Okay? Fait que le stress peut être un moteur parce que le stress augmente notre niveau d'énergie. Puis plus on est conscient de nos tendances naturelles, les talents qu'on va avoir, le réflexe d'investir, qui sont nos forces. Et tout ça est correct. Fait que rester conscient que je suis en train d'utiliser mes talents, que ça a un impact sur mes relations. Fait qu'en conclusion, le stress peut être un moteur pour agir. OK, parce que le stress augmente notre énergie, puis il est sain tant que c'est dans le bon dosage et que ce n'est pas chronique.